Avoir un enfant difficile ne veut pas dire être un mauvais parent, mais comment en garder patience, comprendre ce qui se joue et trouver des solutions concrètes. C'est le thème que nous allons aborder avec l'invité du jour. Bienvenue sur Mon Papa, le podcast qui donne la parole aux pères, leurs défis et leurs victoires. Mon invité d'aujourd'hui est la professeure Isabelle Roskam. Elle est psychologue, professeure à l'Université catholique de Louvain et spécialisée dans le développement de l'enfant. Depuis plus de 20 ans, elle consacre ses recherches à la parentalité, à la petite enfance et à la manière dont les parents peuvent accompagner leurs enfants dans les situations difficiles. Elle est également cofondatrice de la Parental Burnout Research Unit. À travers ses travaux et ses livres, notamment Comprendre les enfants difficiles, elle aide les parents. Bonjour, professeur Roskam. Bonjour. Professeur Roskam, quand on parle d'enfants difficiles, de quoi parle-t-on vraiment? Alors évidemment, ça cache une réalité qui est complexe. Donc, les enfants difficiles, ce que les parents, les familles vont mettre là derrière et parfois aussi, certains professionnels, parce que c'est le genre d'expression qu'on va entendre, par exemple, dans la bouche des enseignants. «Ah, il a été difficile aujourd'hui». Ça est arrivé, à beaucoup de parents d'aller le rechercher en fin de journée et puis c'est le genre de choses qu'on entend. En fait, ça va regrouper une entité, d'enfants qui présentent, par exemple, de l'agitation, donc ce sont des petites boules d'énergie qui savent pas rester en place et qu'on n'arrive pas à canaliser. Ce sont aussi des enfants qui parfois démontrent de l'agressivité, qui peut être une agressivité réactive, donc des enfants qui réagissent très rapidement quand ils se sentent agressés par quelqu'un, mais aussi des enfants qui manifestent de l'agressivité et on ne comprend pas toujours quelle est l'origine. Donc parfois, c'est eux qui interprètent des signaux sociaux d'une certaine manière qui font qu'ils pensent avoir été d'une certaine façon injustement traités, agressés, mal regardés, je ne sais pas. Et donc ça déclenche un comportement agressif. Ce sont des enfants aussi qui vont pouvoir montrer des comportements de provocation, d'opposition, de désobéissance, parfois chez des enfants dont on est persuadé qu'ils connaissent la consigne et néanmoins qu'ils la transgressent pour, des raisons diverses. Et puis ce sont des enfants qui parfois régulent mal leurs émotions et donc qui démarrent très vite avec une intensité émotionnelle qui monte en une fois et une fois que cette intensité émotionnelle est à son pic, on a beaucoup de mal en fait à la ramener à un niveau de fonctionnement acceptable. Donc ce sont des enfants qui vont faire des grosses colères mais qu'on ne sait pas calmer, des grosses crises de pleurs qu'on ne sait pas calmer, qui sont très vite frustrés. Moi je vous dépeins tout ce qui est possible. Alors il y a des enfants qui cumulent, mais il y a des enfants qui sont essentiellement dans l'agitation ou essentiellement dans l'opposition sans forcément avoir de l'agitation. Donc, à l'intérieur de ça, on peut avoir tous les tableaux cliniques qu'on peut imaginer qui vont combiner en fait toutes ces entités. Voilà. Et donc, en général, ce qu'on désigne comme enfants difficiles sont des enfants qui vont avoir ce type de pattern de comportement en famille, à l'école et parfois les deux. Et quelle est la limite entre le caprice et l'enfant, j'ai envie de dire, le problème comportemental en soi? Ok, donc ça c'est une grosse difficulté dans la clinique de l'enfant, c'est que mais chez l'adulte aussi, c'est vrai. Il y a des entités, qui sont, hors du champ normal. Par exemple, chez l'automutilation, chez des enfants qui présentent des syndromes autistiques, ben, on ne l'observe pas dans le développement normal. Donc ça, on peut se dire: «Ah oui, c'est quand même un symptôme particulier». Ici, la difficulté, c'est que, bah, chaque enfant à ses heures, a envie de bouger. Chaque enfant à ses heures s'oppose. Ils passent tous par des phases un peu agressives et cetera, ou des moments de la journée où ils sont plus fatigués, deviennent agressifs. Donc la grosse difficulté évidemment, c'est de se dire quand est-ce qu'on est dans le spectre de la norme et quand est-ce que ça devient quelque chose qui doit m'inquiéter ou qui justifie, par exemple, que je consulte. Alors, il y a pas c'est pas facile de mettre une ligne très claire, mais ce qui doit alerter, c'est l'intensité et la fréquence. C'est-à-dire qu'en fait, un comportement de ce type-là qui va apparaître de temps en temps sur la semaine ou à des moments particuliers, par exemple quand l'enfant est fatigué, c'est pas un comportement qui doit alerter. Ça veut pas dire que c'est pas facile à gérer au quotidien, mais ça n'alerte pas. Quand ça devient un problème, c'est parce que ces comportements-là sont tellement intenses et fréquents qu'en fait, l'enfant n'arrive plus à s'adapter dans son milieu de fonctionnement, donc à l'école ou en famille. C'est-à-dire, ça prend tellement des proportions qu'il devient impossible de faire des activités avec lui, d'aller chez des amis, de passer à un travail scolaire appliqué, etc., etc. Donc, il y a des enfants chez qui l'intensité et la fréquence du comportement, eh bien, en fait, génèrent une vraie difficulté d'adaptation. Et c'est à ce moment-là qu'on se pose des questions. Mais c'est vrai qu'un enfant qui va de temps en temps s'emporter quand il est frustré dans des conditions particulières, c'est pas forcément quelque chose de pathologique. Ça ne veut pas dire qu'on doit rien faire, mais c'est pas forcément pathologique. Ici, quand on parle d'enfants difficiles, généralement, on est jugé par rapport aux parents, au même public autour de nous, sur la façon d'éduquer un enfant. Donc, est-ce que c'est lié à l'éducation, la difficulté de l'enfant, ou c'est vraiment quelque chose d'intrinsèque? Alors, parfois, c'est lié, mais les origines
des comportements problématiques chez l'enfant sont évidemment bien plus complexes que ça. Donc, on pourrait donner l'image, moi j'aime bien souvent donner cette image, l'image d'un iceberg et en fait, ce qui se voit, ce sont les comportements difficiles. Mais la question, c'est toujours: qu'est-ce qu'il y a en dessous? Et ce qu'il y a en dessous, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être, par exemple, une immaturité du fonctionnement de la zone frontale du cerveau qui, en fait, gère, par exemple, l'inhibition. Donc des enfants qui démarrent au quart de tour et qui s'emportent, c'est souvent des enfants qui manquent d'inhibition. C'est-à-dire, en fait, il y a pas le stop mental qui dit: «OK, je suis débordé, je prends 3 secondes de pause là, non, voilà». En fait, ça démarre tout de suite, quoi. Et donc cette inhibition, en fait, elle est en développement chez l'enfant. Et donc ils passent par des phases où ils sont terriblement immatures et certains sont plus immatures que d'autres. Et donc évidemment, ça n'est pas sans avoir un impact sur les parents parce qu'un enfant qui déborde facilement parce qu'il manque d'inhibition, bah, ça va générer plus de conflits avec les parents, donc peut-être qu'on devient aussi plus sévère. Vous voyez, tout ça est lié. Et donc, il y a des aspects qui sont liés au développement, vraiment liés intrinsèquement à l'enfant. Ce qui peut jouer aussi, par exemple, c'est des aspects de langage. Donc, des enfants qui ont des problèmes de compréhension ou de production du langage, quand ils sont petits, par exemple, si vous les frustrez, bah, ceux qui parlent bien vont essayer de négocier avec vous. Ils vont vous donner des arguments pour dire: «Oui, mais tu sais quand même, machin, voilà», et au bout du compte, vous allez faire un pas dans leur direction eux aussi, ça s'appelle la négociation et au final, personne n'est frustré, on trouve un terrain d'entente. Mais un enfant qui ne comprend pas très bien les consignes qu'on lui donne, et on peut se dire en fait que on essaye à notre époque de parler aux enfants comme si c'était des adultes, pour pas les prendre pour des bébés. Donc on en fait un peu des alter ego, mais chez des enfants chez qui, bah, le langage est un tout petit peu à la traîne, ça veut pas dire qu'ils ont des troubles du langage, ça veut dire ils sont juste en phase de développement. Parfois, on fait des phrases hyper complexes pour leur expliquer ce qu'on attend d'eux et il y a des enfants qui ont juste pas compris, en fait. C'est genre moi j'ai plein d'exemples où, des parents me disent, en fait, il veut jamais mettre ses chaussures le matin. Sauf qu'en fait, quand on demande aux parents: «Mais comment vous lui demandez de mettre ses chaussures?» au lieu de simplement de se mettre à la hauteur de l'enfant et de dire: «Maintenant, on met les chaussures» et rester à côté de lui quand il le fait, ben, il y a des parents qui vont s'embarquer dans une explication: «C'est très important que tu la mettes maintenant parce que tu sais, j'ai une réunion à 9 heures et da vous voyez? Et donc en fait, l'enfant là-dedans, qu'est-ce qu'il reçoit? Bah, un flot verbal qui lui donne juste envie de courir dans tous les sens, vous voyez? Parce que le parent, il est hyper speedé et est-ce qu'il a compris que c'est le moment de s'asseoir pour mettre ses chaussures? Ça, c'est pas sûr. Et c'est des enfants qui, quand le langage est un peu à la traîne aussi, bah, ont du mal à négocier au fond. Et donc produire des arguments, arriver à trouver le terrain d'entente avec l'adulte, c'est compliqué. Donc la solution, c'est de faire une colère, en fait. «Je suis pas content avec ce que tu me demandes». Voilà. Donc en fait, il y a plein de facteurs qui peuvent être liés à l'enfant et puis il y a les facteurs de l'environnement. Et les facteurs de l'environnement, mais ça peut être aussi, liées à certains types de relations. Il y a beaucoup d'enfants difficiles qui sont pas difficiles avec tout le monde. Ils sont difficiles plus particulièrement avec papa, avec maman, avec mamie ou à l'école et pas en famille, et cetera. C'est toujours intéressant d'aller explorer ça. C'est d'ailleurs assez rassurant parce que des enfants qui sont difficiles avec tout le monde, ça doit plus nous alerter que des enfants qui sont difficiles avec certaines personnes. Parce que ça veut dire qu'ils ont des ressources pour se contenir et se maîtriser, s'adapter dans certaines situations, mais pas dans toutes. Et donc là, ça nous donne des clés de compréhension, de se dire pourquoi parfois ça marche avec certaines personnes, pourquoi pas avec d'autres. Et donc ça, c'est toujours intéressant, c'est très inspirant. Mais il y a des enfants, bah, justement qui vont pas pouvoir le faire avec personne, ça c'est beaucoup plus inquiétant. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on sait le faire avec certains et pas avec d'autres? C'est probablement qu'il se joue quelque chose dans la relation. Et donc ça, c'est toujours évidemment des facteurs environnementaux qu'on va aller chercher. Et évidemment, il y a l'éducation. Alors, c'est vrai que certains enfants, vous pouvez mettre très peu de règles, il y a pas de problème, hein. Il y a des enfants qui s'autorégulent très, très bien, ils ont pas besoin de vous pour mettre beaucoup de barrières. Il y a des enfants plus prudents, par exemple, que d'autres. Mais il y a des enfants, si vous leur mettez pas de cadre, c'est un peu comme des petites balles magiques, vous savez, qui rebondissent dans tous les sens. Si vous mettez pas un peu un contenant autour, ça fait des catastrophes, hein. Voilà. Et donc dans une, vision de l'éducation parfois qui évite de frustrer l'enfant, qui évite de dire non, qui laisse beaucoup de choix, qui laisse beaucoup de liberté, hem, qui ne veut pas trop, mettre des règles et cetera, comme on entend parfois dans des aspects de l'éducation positive qui prennent de l'ampleur, bah, il y a certains enfants à qui ça ne convient pas. C'est pas le problème que l'éducation ultra positive, elle est pas bonne, c'est juste que ça convient pas à certains enfants qui ont besoin d'avoir un cadre clair où on leur dit: «Tu sais, la limite, elle est là et tu n'as pas le droit de la dépasser sous aucun prétexte». Voilà. Et en fait, ils ont juste besoin qu'on campe sur la limite. Et ces enfants-là, ils ont quelque part besoin d'être rassurés qu'en face d'eux, il y a quelqu'un qui est assez solide pour les empêcher de transgresser parce qu'ils savent pas se maîtriser eux-mêmes et en fait, c'est angoissant parfois.
de pas pouvoir se mettre des limites à soi-même et donc avoir quelqu'un qui est sur la limite et qui dit: «Parce que je t'aime et que je suis plein de bienveillance à ton égard, je vais veiller à ce que tu ne la dépasses pas, parce que c'est dangereux, parce que c'est pas bon pour ton développement, parce que» enfin voilà, pour toutes sortes de raisons et évidemment, bah, les papas peuvent tout à fait, jouer, ce rôle-là. Donc le problème avec quand je reviens à votre question qui disait, beh, on pense souvent que c'est l'éducation des parents, c'est le premier réflexe de tout le monde et ça tient à une croyance qui est extrêmement répandue, qui s'appelle le déterminisme parental, qui laisse penser que tout ce qui arrive à l'enfant, c'est à cause ou grâce aux parents. Et ça, c'est faux, parce que bien sûr, on a une influence sur le développement de l'enfant en tant que parent, mais cette influence-là, bah, elle fait concurrence à d'autres facteurs qui influencent et heureusement, on n'est pas omnipotent dans la vie de nos enfants. Donc bien sûr, on a une influence sur eux, mais on n'est pas tout. Et donc il y a aussi plein de choses qui nous échappent et pour ceux qui en ont plusieurs, des enfants, ben, on sait qu'il y a la recette qui a marché avec un, qui marche pas avec l'autre. Donc on ne maîtrise certainement pas tout. Moi, je suis un enfant des années 80. Donc, dans les années 80, les rôles étaient bien définis. Le rôle du père, le rôle de la mère, j'ai envie de dire bien défini dans le sens où le père, c'était celui qui ramène l'argent, mais il y avait aussi une distance vis-à-vis de mon père. Il y avait un respect vis-à-vis de mon père. On n'était pas aussi chaleureux, pas aussi génial, j'ai envie de dire, vis-à-vis du père que de la mère. Cette nouvelle façon d'éduquer l'enfant, on voit de plus en plus que les enfants sont en conflit avec les pères et les mères. Est-ce que, d'après vous, le père et la mère réagissent de la même manière au niveau de ce problème d'éducation ou bien de ce problème de comportement vis-à-vis de l'enfant? Alors je pense que c'est très important de déconnecter ça, de mon point de vue, hein, des questions de genre. D'abord parce qu'il y a une grande diversification des familles, que dans beaucoup de familles, il y a plusieurs pères, plusieurs mères dans les familles recomposées, il y a toutes les familles homoparentales et cetera, dont on sait très bien que ça ne pose pas beaucoup de problèmes dans le développement de l'enfant, donc il faut certainement pas, stéréotyper, se dire qu'il y a que le modèle papa-maman traditionnel, qui fonctionne, donc ça, je veux tout de suite déconstruire. Par contre, ce qui est extrêmement important, c'est que l'enfant ait autour de lui et peu importe que ça soit un père, une mère, une grand-mère en l'absence des parents ou que sais-je, des points de repère stables. C'est-à-dire des gens qui, comme je le disais, imposent un cadre, structurent un cadre, qui est un cadre plein de bienveillance et protecteur. Je vais prendre un parallèle. Vous allez promener avec l'enfant, si votre enfant il est un peu désinhibé, un peu immature, voilà, qui court partout et cetera, évidemment, vous lui donnez la main. Pourquoi? Parce qu'il va voir un truc intéressant de l'autre côté de la route et vous savez très bien qu'il va risquer de courir. OK? C'est un peu frustrant de donner la main, mais je le fais parce que je suis bienveillant, je veille sur ta sécurité, je donne la main. Ça te convient pas? C'est pas grave. Je peux comprendre que tu es frustré, mais il en va de ta sécurité. Ce que tout le monde va admettre de devoir faire pour empêcher l'enfant de traverser une autoroute, d'accord? Imaginez, vous êtes, coincé sur le bord parce que vous avez, abîmé votre pneu. Bien sûr que vous allez tenir vos enfants et peu importe en fait qu'ils fassent une colère ou pas de colère, vous trouvez que la sécurité physique à ce moment-là, elle est justifiée. Quand ça touche à des aspects plus symboliques, plus émotionnels, plus liés à l'alimentation, au choix d'un jeu et cetera, parfois le parent se sent moins légitime. Alors que souvent, il en va même d'une sécurité des fois affective, émotionnelle, de dire: «Je suis le cadre bienveillant» et quand je pense que tu dois rester dans ce cadre parce que c'est important pour ton développement, parce que c'est important pour la sécurité des autres aussi parfois, parce que laisser un enfant déborder, ça peut faire en sorte qu'il se met en danger, si pas physiquement, parfois émotionnellement, mais ça peut être aussi dangereux pour d'autres autour. Donc on n'est pas seul, on n'est pas enfant tout seul, il y a un enfant dans une société, dans un groupe, que ça soit à la crèche, à l'école, dans une fratrie ou même dans une famille où il y a que des adultes d'ailleurs et donc ce qui est important, c'est pas d'avoir un père, une mère traditionnelle et d'avoir ce modèle biparental, classique. Ce qui est important, c'est d'avoir autour de soi des adultes qui sont des figures d'attachement stables, prévisibles, qui assurent que j'ai autour de moi tout ce dont j'ai besoin pour grandir en sécurité. Et tout ce dont j'ai besoin, bah, ça peut varier d'un enfant à l'autre. Il y a aucune raison d'aller tenir la main d'un enfant dont vous savez très bien que il a peur des voitures et qu'il bougera jamais d'à côté de vous. Ou simplement qui s'autorégule tellement bien que quand vous lui donnez une consigne, cet enfant ne bouge pas. Donc bien sûr que vous n'allez pas le tenir de toutes vos forces. Ça n'a aucun sens. Donc le cadre, ce qui est bien, c'est d'avoir des adultes évidemment qui vont s'adapter au cadre parce qu'ils connaissent l'enfant. Et donc c'est sécurisant pour l'adulte, c'est sécurisant pour l'enfant. Voilà, je te connais, voilà, je sais tes difficultés, tes points forts et cetera et dans cette situation-là, je veille sur toi
je pose le cadre et je le maintiens. Et peu importe que tu sois content ou pas content, que tu fasses une colère, on pourra en discuter après si tu veux, mais là, sur le coup, j'assure ta sécurité. Donc ce qui est important, c'est d'avoir des adultes stables, prévisibles et qui assurent la sécurité de l'enfant pour qu'il grandisse en sécurité. Mais peu importe, j'ai envie de dire qu'on soit de sexe masculin, féminin, qu'on ait des liens biologiques, et cetera. Dans toute situation, l'enfant a besoin de ce type de rapport et des figures d'attachement stables, évidemment, bah, c'est des figures d'attachement avec qui, en plus, on a, des liens, forts, quoi, qui m'aident. À partir de la puberté où justement beaucoup de problèmes de comportement et de conflits apparaissent, quelles sont les stratégies à mettre en place? Est-ce qu'il y a quelque chose comment est-ce qu'on peut, aborder ou comment est-ce qu'on peut réagir face à une pubère ou prépubère qui, en plus de peut-être d'inconfort, psychologique, est aussi confrontée à un bouleversement hormonal? OK. Alors, je veux juste dire quelque chose, c'est que ce que je viens de dire, ça vaut aussi à l'adolescence. C'est juste que ça va prendre d'autres formes. Bien sûr que vous allez plus, serrer la main, pour pas qu'il traverse l'autoroute, mais c'est exactement le même raisonnement de se dire: «En fait, je ne vais pas le laisser aller dans cette soirée ou dans cette situation ou dans ce festival parce que, il ne va pas être capable, en fait, de détecter les risques lui-même». Enfin, il est pas équipé. En fait, je connais mon enfant, je sais son âge, je le connais depuis des années et en fait, ce serait pas bienveillant de ma part et ça serait pas le mettre en sécurité de le laisser aller à cet endroit-là ou à cet endroit-là. OK? Donc pour moi, la réflexion, elle est exactement la même. Pourquoi certains parents sont particulièrement en difficulté à l'adolescence? Alors ça peut venir de plein de choses, mais ça vient souvent du fait que, tant qu'il était petit, on a fonctionné avec peu de cadres et l'enfant débordait régulièrement. Mais un enfant de 4 ans qui déborde, vous pouvez encore gérer la situation parce que vous savez le garder à la maison, parce que, voilà, au pire, vous n'allez pas chez des amis, voilà, et vous vous enfermez un peu dans votre problème. Et c'est dur et vous êtes tracassés et cetera. Le problème, c'est que quand ils deviennent adolescents, vous êtes obligés de les laisser quand même un peu sortir, ne serait-ce que parce que vous allez plus les conduire à l'école et cetera. Vous perdez aussi des moyens de voir ce qui se passe avec les amis, parce que vous ne les connaissez plus. Ils partent tout seuls à l'école, ils reviennent tout seuls. Donc en fait, si on n'a pas mis en place le cadre avant, c'est très compliqué d'aller le construire quand l'enfant devient, adolescent. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de situations où les parents, quelque part, conscientisent un peu tard que cet enfant avait besoin de plus de cadre et qu'on ne l'a pas mis. Et c'est toujours plus difficile, évidemment, d'aller installer ce cadre après. Donc c'est beaucoup plus facile quand ce cadre est présent dans la vie de l'enfant depuis toujours. Alors il y a un côté naturel, en fait, même quand on est ado. Ceci dit, la période adolescence, évidemment, elle a un challenge particulier. C'est que, bah, l'enfant et c'est son devoir de développement, de s'autonomiser par rapport aux parents et donc il devient plus critique. Il va plus mettre les petits mots sur votre, coussin en disant, «Papa je t'aime, maman je t'aime, tu le meilleur papa du monde, tu la meilleure maman du monde». OK, il y a un travail d'autonomisation psychologique, physique et cetera qui fait qu'il y a une prise de distance. Et les adolescents aussi, ben, font des expériences par eux-mêmes. Ils veulent tester des trucs, donc ils se mettent des fois, en risque. Et par ailleurs, beaucoup d'adolescents vont être dans: «Je teste le lien». C'est-à-dire qu'en fait, je veux mon indépendance, en même temps, j'ai envie de vérifier que tu vas toujours être là pour moi. Parce que c'est quand même une période très ambiguë où en fait, on doit un peu prendre de la distance et en même temps, on a encore très, très, très besoin de ses parents et au fond, je continue de les aimer très fort, d'être encore dans ce lien de sécurité. Donc moi, parfois, avec les parents d'ados, ce qui est bien, c'est de comparer ça un peu à une corde, vous savez? C'est de se dire, au fond: «Je sais que l'ado, je vais plus pouvoir le tenir par la main, je vais le tenir au bout de la corde». Ce qui est important qu'il comprenne, c'est que la corde, quoi qu'il fasse, je vais pas la lâcher. C'est-à-dire qu'en fait, il peut tirer tant qu'il veut de son côté. Vous voyez, c'est un peu comme le gamin qui tire, tire, tire parce qu'il veut plus que vous le teniez par la main et vous, bah, vous montrez qu'en fait, votre main, elle est ferme et que non, vous n'allez pas le laisser traverser la route. C'est la même chose, sauf que l'ado, il est plus au bout de votre main, il a une corde maintenant qui fait qu'il est un petit peu plus loin, mais vous allez toujours lui montrer qu'en fait vous êtes là. Et donc, bien sûr qu'il va venir au clash, qu'il va essayer de vous, je sais pas, de vous dire des choses désagréables, de claquer une porte, et cetera, voilà. Pareil, je vais camper sur le cadre parce que c'est un cadre qui va te mettre en sécurité. Et tu peux tester le lien, me dire que tu me détestes, que je suis la pire mère du monde, et cetera, ou le pire père du monde, peu importe. Je suis au bout de la corde et tu sauras toujours qu'en suivant la corde au bout, tu pourras toujours venir me retrouver.
Alors je te laisse du lest, hein. Parfois je tire un peu plus fort parce que je sens que si je te laisse du lest, tu te mets en danger, mais je suis toujours de l'autre côté et c'est pas une période qui est forcément, toujours facile à négocier. Il y a des périodes où ils tirent vraiment fort quand même, hein, ils nous mettent beaucoup à l'épreuve, mais pour moi, le raisonnement est exactement le même et tant qu'on se dit: «En fait, je campe sur ma position, je campe là parce que c'est de la bienveillance, c'est de la mise en sécurité», je pense qu'on peut se dire qu'on est dans le bon. Mais il y a trop peu d'enfants, très peu d'ados qui, pendant toute leur vie d'enfants et d'adolescents, n'ont jamais besoin qu'on ait cette fonction de sécurité et ça, c'est vraiment important de se le rappeler, c'est que peut-être qu'ils ont eu une période entre 5 et 8 ans où il a pas tellement fallu tenir le cadre et puis, je sais pas, à l'entrée dans l'adolescence, ils ont de nouveau besoin qu'on restructure un peu les choses autour d'eux et en fait, c'est notre job de parents d'être là pour, se demander de quel cadre cet enfant-là a besoin et de camper sur la limite. Dans le cas où des parents ne s'en sortent pas, généralement, il est conseillé de consulter. En parlant de confiance, est-ce que le fait de consulter donc l'intervention d'une tierce personne dans cette relation n'inspire pas encore un moins de confiance au niveau de l'enfant en disant: «Il faut qu'il y ait une troisième personne et qui vienne intervenir pour que mon père ou ma mère soit là pour moi»? Alors moi, je pense que non. Je pense que le la place du tiers est très importante. Je crois que, la place du tiers, ça peut être, effectivement un professionnel, hein, qu'on va consulter. Mais je pense aussi que quand on a un enfant difficile, on oublie la fonction du tiers. Alors, la fonction du tiers, c'est plein de choses. Prenons un exemple, vous prenez l'avion avec votre enfant, peu importe son âge, OK? Il se comporte pas bien dans l'avion, d'accord? Par exemple, il refuse de mettre sa ceinture, OK? Quand, le personnel de bord va passer, le personnel de bord va intervenir. Est-ce que vous allez dire: «Bah, de quoi la personne se mêle?» Bah non, c'est son travail. En fait, elle fait fonction de tiers. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'êtes peut-être pas arrivé à vos fins, mais qu'est-ce que vous allez dire? «Ah, tu vois qu'il fallait mettre la ceinture». OK? Vous allez vous appuyer, en fait, sur la personne qui est tiers dans la relation et parfois, quand un enfant teste le lien, qu'il soit petit ou qu'il soit adolescent, aller chercher un tiers, c'est super important. Alors ce tiers, ça peut bien sûr être un professionnel, mais on peut aussi, mettre, ce qu'on appelle le cordon de sécurité, en fait, autour de l'enfant. Prenons l'exemple d'un adolescent qui fait un peu n'importe quoi à l'école, qui a des comportements d'harcèlement, enfin, j'en sais rien en fait, tout ce que vous pouvez imaginer ou qui s'essaye un peu, je sais pas, des drogues douces ou j'en sais rien, ou qui se met à fumer ou un peu à boire et cetera. OK. Il y a 2 solutions possibles. La plupart des parents, malheureusement, parce qu'ils ont peur qu'on les juge en tant que parents ou qu'on ait une mauvaise image de leur enfant, ils se referment sur eux-mêmes et donc il y a très peu de gens qui savent que l'enfant a des difficultés, on est un peu gêné et cetera. On évite d'aller chez les amis ou d'aborder le sujet des enfants et cetera. OK? Ça, c'est la réaction quand même de pas mal de gens, c'est dommage. Parce qu'en fait, il y a une autre manière de voir les choses. C'est se dire: «OK, on passe par une phase difficile, il tire beaucoup sur la corde. Moi, j'ai peur de lâcher ou j'ai peur de faire un truc avec cette corde en faisant beaucoup de nœuds. C'est sans doute pas quelque chose qui va aider et il me donne plein de signaux d'alerte». OK? Moi, je perds un peu pied. Qui est-ce que j'ai comme autre personne de confiance autour? Un parrain, un grand-parent et on va essayer de chercher quelqu'un en qui moi j'ai confiance, mais surtout quelqu'un qui est une personne de confiance de l'ado. C'est-à-dire, en fait, quelqu'un qui compte dans sa vie. Que quand cette personne-là dit quelque chose, ça a de la signification, en fait, pour l'adolescent. Et on va s'ouvrir à cette personne, lui expliquer le problème. Et on va lui demander: «OK, qu'est-ce que tu pourrais faire pour te mettre autour de la corde avec moi?» D'accord? J'aime bien cette symbolique de la corde, ça va former un espèce de cordon de sécurité. Au lieu d'avoir lui, l'ado par exemple, ou l'autre, ou l'enfant, au bout de la corde et moi, en fait, je vais mettre quelqu'un d'autre et on va finir par former un cercle. Et c'est tout à fait différent en termes de rapport de force. Alors ça peut être, un parrain, imaginons, qui, va envoyer un message ou téléphoner et dire: «Tu sais, ton père, ta mère m'a expliqué que pour l'instant c'était un peu compliqué. Voilà. Et ben moi ça me tracasse. Je vois qu'il y a quelque chose qui se passe et je ne suis pas là pour juger qui a raison, qui a tort et cetera. Mais je vais prendre de tes nouvelles. Je vais, si tu veux être une personne qui peut t'écouter, je peux te donner un conseil, je t'enverrai des petits messages, je te laisserai des petits post-it, je sais pas, tout ce qui est possible, qu'on soit à côté ou pas à côté. On peut être habité très loin, ça n'a pas d'importance avec les moyens qu'on a aujourd'hui. Mais en tout cas, cette personne, elle va faire fonction de tiers et elle va dire: «Tu sais, je ne sais pas tous les dessous de l'affaire, mais en tout cas, quand tu bois, quand tu fais ça, quand tu harcèles et cetera, ça, c'est quand même quelque chose qui préoccupe, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors,
peut-être tu as besoin d'aide, je sais pas. Mais vous voyez, cette fonction de sécurité, on peut l'étendre à des tiers. Et parfois, on n'a personne autour de soi ou on ne peut pas s'ouvrir aux gens autour de soi et oui, on peut aller chercher l'aide, bien sûr, d'un professionnel. Mais le professionnel lui-même va parfois conseiller qu'on aille chercher des tiers. Parce que ça, c'est très important et on en revient toujours à cette histoire, en fait, que l'enfant soit dans un cadre de sécurité, dans un cordon de sécurité. Le professionnel peut jouer ce rôle-là, mais parfois on a aussi besoin, dans la vraie vie, en fait, de gens qui vont assurer ça. Alors, quand on est papa, maman ou même famille recomposée, mais qu'on est dans une bonne coéducation, bah, c'est ça aussi un cordon de sécurité, hein. C'est papa, maman, et tout le monde, qui est autour, en fait, qui veille, de la même manière. Plus on va être cohérent sur le cadre et pas tous faire ce qu'on a envie, en se tirant dans les pattes, en disant: «Mais maman, elle veut pas que tu fasses ça, mais moi je suis d'accord», et en se critiquant les uns les autres. Ça, c'est pour un enfant qui a des difficultés de comportement, ça, c'est l'horreur. Vous vous tirez une balle dans le pied, c'est le pire. Donc trouver des lignes de conduite, les tenir et que l'enfant sente que peu importe qu'il aille à gauche ou à droite, le cadre, il est le même. Et pour les parents qui ont besoin d'un soutien, qu'est-ce que, vous pourriez leur conseiller, que ce soit un livre, un site ou même des professionnels? Que devraient-ils faire? Où devraient-ils aller à votre avis? Alors la première chose que j'ai envie de leur dire, c'est méfiez-vous des livres, des conférences et des personnes qui vous diront: «Quand un enfant fait ça, tu fais ça». Donc, je schématise un peu, mais méfiez-vous de tout ce qui va vous faire croire qu'il existe des recettes universelles qui vont fonctionner dans tous les cas quand un gosse veut pas dormir, quand un gosse fait des colères, quand un gosse vous dit qu'il n'est pas heureux, quand un gosse vous dit qu'il veut quitter l'école, et cetera, tu fais ça. Alors, c'est parfois ce qu'on peut entendre d'une voisine, hein, qui a fait ça avec son gamin et puis, ça a marché, donc elle vous dit, que c'est ça qu'il faut faire. Mais on peut trouver ça aussi dans certains bouquins de vulgarisation qui vont, en fait, terriblement simplifier les choses et vous faire croire que si vous faites ça, puisqu'il y a le déterminisme parental, on en revient toujours à cette même croyance, forcément vous allez avoir, la donc si vous appliquez A, vous aurez B et si vous appliquez C, vous aurez D. Voilà. En général, c'est très culpabilisant, c'est très simpliste et ça ne marche pas toujours et quand ça ne marche pas, c'est extrêmement désarçonnant parce qu'on se dit: «Bah, mince, alors la recette, elle est si simple et moi j'y arrive pas et donc je dois être vraiment nulle comme parent», voilà. Alors je pense que qu'est-ce qui est crédible? C'est quelqu'un qui puisse vous dire: «En fait, le meilleur expert de l'enfant, c'est toi parce que personne ne le connaît mieux, mais moi je peux t'accompagner pour, qu'on réfléchisse ensemble à comment mieux ajuster le cadre pour que cet enfant revienne dans un espace de sécurité dans lequel toi, tu te sens apaisé, lui, il se sent apaisé et on comprend mieux ce qui se passe. Voilà, donc la personne qui vous accompagne, elle vient pas vous dire ce que vous avez à faire, voilà, elle cherche avec vous comment créer cet espace, ce contenant, remettre ce cadre en place qui peut-être n'est plus en place depuis un certain temps parce qu'il n'a juste pas été nécessaire ou parce que voilà, ou parce que la configuration familiale a changé dans le cadre d'une séparation, enfin que sais-je en fait, peu importe, ou simplement parce que vous êtes fatigué, vous avez beaucoup essayé et vous avez juste besoin de quelqu'un qui fasse le point avec vous. Voilà, mais donc méfiez-vous des solutions rapides, prêtes à l'emploi, et cetera et de ceux qui vont vous faire croire qu'en 15 jours le problème va être réglé. C'est faux, OK? Chaque situation est particulière, chaque parent est différent. Chaque enfant est différent et donc tous les trucs que vous ouvrez où on vous dit: «Le parent ceci et l'enfant cela», méfiez-vous parce que il y a des parents, il y a des enfants et chaque rencontre parent-enfant, c'est un binôme unique. Donc quand on a plusieurs enfants, on sait que la logique avec l'enfant 1 ou l'enfant 2 ou l'enfant 3, ben c'est pas toujours la même logique et qu'il faut réfléchir à chaque fois de façon parce que c'est, l'association de 2 personnes et forcément, bah, on a chacun son tempérament, sa manière de faire, c'est voilà, son expérience, ses besoins du moment et que c'est à ce moment-là, c'est quoi qui est la voilà et on peut se tromper, hein. Je veux dire, ça on peut expérimenter des choses qui vont pas marcher du premier coup et c'est pas grave, en fait, voilà. Je pense que le mot bienveillance et sécurité doivent toujours être les maîtres mots, et se faire accompagner, bah, c'est quelqu'un qui vous aide à cheminer là-dedans quand on est perdu mais avec d bien sûr des cadres théoriques et cetera, mais jamais quelqu'un qui va vous dire quoi faire et qui va vous vendre des solutions toutes faites parce que ça et qui va vous dire que ça va être vite réglé. Parce qu'en 3 séances de coaching, je connais pas de situations complexes qui sont gérées. Malheureusement, il y en a partout sur le web. On arrive à la fin du temps que vous m'avez accordé malheureusement. J'avais encore beaucoup de questions, mais ça, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Vous, comment est-ce qu'on peut vous suivre? Comment est-ce qu'on peut vous contacter au besoin? Est-ce que vous avez une Bah, plateforme où vous avez, je pense que mon profil LinkedIn, c'est peut-être, la Mmh. voilà, je mets souvent, de l'information sur le profil, pour les professionnels, mais aussi, voilà, pour les parents. Et bien sûr, ben, via l'université, j'ai des ouvrages qui sont disponibles, Mmh. je dispense une formation en ligne sur les troubles du comportement qui est destinée,
aux professionnels qui ont envie de se spécialiser, en fait, dans le domaine, justement pour pouvoir accompagner les parents avec beaucoup de nuances et éviter de tomber dans ce piège de leur donner des conseils rapides et prêts à l'emploi. Tous les liens sont disponibles dans la section description. Merci encore, professeur, pour votre participation. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir.